Bien qu'Internet soit un outil utile pour les enquêteurs, il peut aussi représenter un certain obstacle. Cela peut entraîner la propagation de fausses informations ou de canulars profitant des affaires médiatisées. Mais il peut aussi y avoir du bon qui émane de la communauté en ligne lorsqu'il s'agit de faits divers, comme le montreront ces exemples. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires de personnes disparues résolues grâce à Internet. Francine Frost. Francine Frost, une épouse et mère aimante, n'avait que 44 ans lorsqu'elle a disparu après être sortie faire des courses le soir du 16 février 1981 à Tulsa, Oklahoma. Vicky Curl, la fille de Francine, se souvient du jour en 1981 où son père a appelé pour lui demander si elle avait parlé à sa mère. Vicky a déclaré « J'ai dit non et je lui ai demandé pourquoi » et il a répondu qu'elle n'était pas à la maison et qu'il ne savait pas où elle était. Après avoir raccroché, Malcolm, le mari de Francine, a sillonné le quartier en voiture cherchant le moindre signe d'elle. Il a trouvé sa voiture abandonnée sur le parking de Skaggs Alpha Beta, une grande chaîne de supermarchés à l'époque. Les clés pendaient à la portière du véhicule et il semblait très probable qu'il soit arrivé quelque chose de sinistre à Francine. Malcolm a ensuite contacté la police et une enquête a été lancée. On a estimé qu'elle avait disparu entre 20h30 et 4h du matin. La famille est apparue aux informations ce soir-là, lançant un appel à témoins avec Vicky qui disait « Si quelqu'un l'a vu, nous voulons qu'il se manifeste ou qu'il appelle et dise tout ce qu'il sait à ce sujet. Il faudrait attendre 2 ans avant d'avoir des nouvelles. » Le 1er janvier 1983, un appelant anonyme a contacté la police pour leur signaler qu'un corps avait été retrouvé près de Martin, Oklahoma, à 60 miles de l'endroit où Francine a été vue pour la dernière fois. Le corps a été retrouvé le 5 janvier, mais il n'était pas clair à qui appartenaient les restes. Ils ont été identifiés comme ceux d'une Jane Doe, et les enquêteurs n'ont pas envisagé la possibilité qu'ils puissent appartenir à la mère disparue, dont la famille n'était pas au courant de la découverte. La cause du décès de Jane Doe a été établie comme une blessure par balle à l'arrière de la tête. L'affaire est restée non résolue pendant des années. Ce n'est qu'en 2014 qu'une avancée a finalement eu lieu lorsque le célèbre artiste médico-légal Karl Koppelman, qui a aidé à identifier des personnes comme Tammy Alexander, anciennement connue sous le nom de Calido, est tombé sur l'affaire de Jane Doe dans la base de données National Missing and Unidentified Person System. Il a remarqué la jupe en jean et la gaine blanche mentionnées dans la description et que cela correspondait aux vêtements que Francine portait lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Karl a ensuite informé les autorités et a partagé son intuition avec les enquêteurs amateurs sur Internet où le petit-fils de Francine l'a découverte alors qu'il enquêtait sur le mystère de la disparition de sa grand-mère. Le petit-fils Corey a contacté le médecin légiste en charge et a donné un échantillon d'acide désoxyribonucléique. Cela a conduit les autorités à exhumer les restes de Jane Doe afin de pouvoir prélever son acide désoxyribonucléique. Elle a été identifiée en août 2016 comme Francine Frost. L'identification a été confirmée grâce au dossier dentaire. Après 35 ans, Francine a enfin été identifiée. Ses proches pouvaient enfin lui offrir des funérailles dignes et se permettre de faire pleinement leur deuil. Malheureusement, malgré cette avancée majeure, il n'y a eu aucune nouvelle piste dans l'affaire depuis et le meurtre de Francine reste non résolu. Après l'identification de son corps, la famille de Francine a proposé la loi Francine, un projet de loi qui obligerait les agences de l'État d'Oklahoma à saisir les données des personnes disparues et non identifiées dans le système NAMUS dans les 30 jours suivant leur dernier contact ou leur découverte, afin de faciliter les comparaisons et les correspondances. Le projet de loi a été adopté. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Francine Frost peut contacter l'unité des affaires non résolues de la police de Tulsa à l'adresse TPD Cold Case au domicile at City of Tulsa. Susan Rainwater, le matin du 9 août 2018, Susan Rainwater, âgée de 63 ans, a réveillé son mari, Al, avec une tasse de café fraîche, comme ils en avaient à l'habitude depuis des décennies.
Le couple était marié depuis 30 ans et vivait dans la région d'Eatonville, dans l'État de Washington. Après avoir embrassé Al pour lui dire au revoir, elle quitta la maison pour une balade à vélo de 30 minutes. Mais Suzanne n'est jamais rentrée à la maison et Al n'a jamais revu sa femme vivante. Au fil des minutes et des heures, Al est parti à la recherche de sa femme. Il a trouvé son corps dans un fossé, son vélo en tas, écrasé sur le bord de la route. Elle roulait sur la route 70, à 60 miles au sud de Seattle, lorsqu'elle a été percutée et tuée par un conducteur inconnu qui a immédiatement pris la fuite. Sans témoin, la police avait très peu d'indices. La plus grande preuve retrouvée sur les lieux était un étrange morceau de plastique noir, que l'on supposait s'être détaché du véhicule lors de la collision avec Suzanne. L'un des policiers d'État qui s'était rendu sur les lieux a publié une image du morceau de plastique demandant de l'aide pour l'identifier. Sa seule particularité était une minuscule encoche en forme de U sur un côté. Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse du public sur Twitter, alors le lendemain, un utilisateur de Reddit a republié l'image et les informations sur le subreddit /whatisthithing dans l'espoir que cela permettrait de faire avancer l'enquête. C'est alors qu'un utilisateur nommé Jeff Nuts est intervenu. Il a révélé que le morceau de plastique provenait de la garniture de phare d'un pick-up Chevrolet de la fin des années 1980. Il a même eu la gentillesse de publier une image de la pièce automobile avec sa réponse, précisant que l'encoche caractéristique servait à accéder à la vis de réglage du phare sur ce type de véhicule. L'utilisateur Jeff Nuts avait passé beaucoup de temps à se familiariser avec les phares de voitures dans le cadre de son rôle d'inspecteur de véhicules d'État. Et il a écrit « Au début, je pensais que c'était un Dodge de la fin des années 1980. Et par hasard, l'une des images d'un camion Ram de 1988 m'a donné un lien vers un camion Chevy de 1988, donc j'ai eu un peu de chance à ce niveau-là. » Cette information a été d'une aide précieuse pour les enquêteurs qui ont pu procéder à une arrestation dans l'affaire de Suzanne environ une semaine plus tard. Ils ont d'abord passé au peigne fin les images de vidéosurveillance, mais un tuyau anonyme allait tout changer. Selon une déclaration, des utilisateurs de Reddit ont reconnu une pièce de voiture cassée, photographiée comme étant un bloc optique de phare de camionnette Chevrolet des années 80. Un tuyau anonyme local a confirmé et conduit à l'arrestation du conducteur d'une Chevrolet Cadix de 1986. Le véhicule portait encore des dommages à l'avant, à l'endroit où il avait percuté l'homme de 63 ans. Le meurtrier de Suzanne a été identifié comme étant Jérémy Simon, un homme de 37 ans de Roy, Washington. Il a été inculpé d'homicide involontaire avec un véhicule, de délit de fuite ayant entraîné la mort et de possession illégale d'une substance contrôlée. Il a plaidé non coupable et sa caution a été fixée à 750 000 $. Son avocat a affirmé qu'il s'était endormi au volant et avait dévié de sa voie. Au début, il pensait avoir heurté une boîte aux lettres, mais il a fui les lieux quand il a remarqué le vélo écrasé car il ne voulait pas avoir de cadavre. Quant à l'utilisateur de Reddit, The Drive a contacté Jeff Nuts qui leur a dit qu'il avait vu la publication comme un défi intellectuel plutôt qu'une quête de justice et qu'il n'avait pas réfléchi en rédigeant sa réponse avant de retourner au match sportif qui le captivait. Lorsqu'il a vérifié plus tard, il a découvert que sa réponse suscitait énormément d'intérêt au sein de la communauté et qu'un ami de la famille de Suzanne l'avait contacté pour le remercier de son aide précieuse. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé l'impact de sa réponse. Il a exprimé sa profonde gratitude envers la famille de Suzanne pour leur lettre de remerciement. Jérémy Simon a finalement changé son plaidoyer en coupable. Il a été condamné à 4 ans et demi avec une alternative de peine pour délinquant toxicomane, signifiant qu'il purgerait probablement la moitié en prison et l'autre en liberté conditionnelle, sous réserve de respecter d'autres exigences, notamment suivre un traitement contre la toxicomanie. Abraham Shakespeare. Abraham Shakespeare, âgé de 39 ans, a eu le choc de sa vie lorsqu'il a remporté le jackpot de 30 millions en Floride après avoir acheté le billet gagnant dans une supérette Townstar de la ville de Frostproof le 15 novembre 2006. Il s'était arrêté à la supérette alors qu'il se rendait à Miami avec un collègue, Michael Ford, qui lui avait demandé s'il voulait une boisson. Abraham lui a plutôt tendu 2 $ et lui a demandé d'acheter 2 billets de loterie pour lui. Après sa victoire incroyable, Abraham a choisi de prendre un paiement unique de 17 millions de $. Il a quitté Lakeland, en Floride, pour s'installer dans une communauté fermée, dans une maison à $1 million. D'après tout le monde, il était un dépensier avisé.
Ses seuls autres achats importants étaient une voiture neuve, une Nissan Altima et une montre Rolex qu'il a achetée dans un magasin de prêt sur gage. Une chose qu'Abraham a remarqué après avoir gagné à la loterie, c'est que des amis, des collègues et des connaissances venaient souvent lui demander des services sous forme d'argent. Il a dit à son frère, je cite, « J'aurais mieux fait de rester fauché ». De même, il a dit à un ami d'enfance, « Je pensais que tous ces gens étaient de mes amis, mais j'ai fini par comprendre que tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. » L'une de ses amies était une femme nommée Doris Donegan de Edemore, qui a lancé une entreprise avec Abraham nommée Abraham Shakespeare Société à responsabilité limitée dans la seconde moitié de 2009. Elle s'est attribué le contrôle total des fonds de l'entreprise et allait retirer 1 million, puis s'acheter de nombreux véhicules de luxe avant de partir en vacances. Elle a ensuite dit que l'argent était un présent de son partenaire. Abraham a été déclaré disparu le 9 novembre 2009, plusieurs mois après avoir parlé à sa famille pour la dernière fois en avril et 3 ans après avoir gagné à la loterie. La raison pour laquelle ses proches ont tardé à signaler sa disparition, c'est qu'ils croyaient et espéraient qu'il avait pris son argent et vivait quelque part dans les Caraïbes. Bientôt, la nouvelle de la disparition d'Abraham s'est répandue et des détectives amateurs qui fréquentaient dans les forums Web Sleuths ont appris l'histoire et ont commencé leur propre enquête. Une femme nommée Cindy Parrott, qui utilisait le nom Sleuthster sur le site, faisait partie des nombreuses belles personnes qui se sont particulièrement intéressées à l'affaire. Tricia Griffith, la femme qui possède le site web, se souvient, je cite, « Sleuthster, elle, c'est comme un chien avec un os. Rien ne pouvait l'arrêter. » Cindy a déclaré aux médias « Au début, je pensais peut-être qu'il était simplement parti et qu'il se trouvait sur une île tropicale en train de boire une margarita. Mais en creusant un peu, j'ai découvert qu'il avait un petit enfant et qu'il était proche de sa mère. Il ne semblait pas être du genre à partir sans raison. » En approfondissant l'enquête, les internautes ont découvert que la société de Didi Moore, American Medical Professional, possédait maintenant la maison à $1 million d'Abraham. Cindy a observé qu'elle publie des photos de l'intérieur de la maison et en profite pleinement. Cela a commencé à susciter des soupçons et nous nous sommes alors vraiment concentrés sur Didi Moore. Vers la même période, David Clark, ex-détective du comté de Polk, a découvert le forum en ligne. Il s'est dit impressionné par leur travail. Leur découverte aurait nécessité une assignation à comparaître de la part des forces de l'ordre, ralentissant l'enquête. Mais ces détectives amateurs avaient déjà plusieurs longueurs d'avance. Il a reconnu que les utilisateurs du forum avaient joué un rôle déterminant dans l'affaire, ajoutant que certaines des informations qu'ils avaient découvertes leur ont été extrêmement utiles. Peu de temps après, Didi Moore a alors commencé à publier sur le forum. Elle a affirmé qu'elle était en contact avec Abraham et a nié être impliquée dans sa disparition. Dans la vraie vie, elle a dit aux enquêteurs qu'Abraham avait choisi de quitter la ville et était parti à Orlando, au Texas, en Jamaïque ou à Porto Rico, ou qu'il était malade à l'hôpital. Elle a aussi dit qu'il se plaignait, que les gens lui demandaient constamment de l'argent et qu'elle l'avait aidé à partir. Elle a admis qu'elle avait acheté sa maison pour plus de $660 000 et en plus de cela, elle avait repris $185 000 de dettes que des gens lui devaient. Cependant, les enquêteurs ont noté qu'ils n'avaient retrouvé aucune trace écrite pour étayer ces affirmations. Les autorités ont découvert qu'elle utilisait le téléphone d'Abraham pour se faire passer pour lui, envoyant des messages à ses proches. Cependant, lorsque des questions lui étaient posées, auxquelles elle ne savait pas répondre, elle restait silencieuse. La façon dont les messages étaient rédigés a également éveillé les soupçons de ses proches, car Abraham était illettré. On a découvert plus tard que Moore avait proposé à son ex-petite amie et mère de son enfant $200 000 si elle disait qu'Abraham était passé chez elle un soir. En janvier 2010, l'Orlando Sentinel a rapporté qu'elle vivait dans l'ancienne maison d'Abraham. Sa famille et ses amis soupçonnaient qu'elle avait pris le reste de ses gains et qu'elle était impliquée dans sa disparition. En janvier 2010, à la suite d'un tuyau, la police a fouillé le jardin arrière de la maison du petit ami de Moore, où ils ont découvert le corps d'Abraham enterré sous près de 3 mètres de terre et une dalle de béton nouvellement construite. Il n'avait que 42 ans au moment de son meurtre. Les enquêteurs pensent qu'il est mort entre le 6 et le 7 avril dans la maison qui se trouvait à Plant City. Lorsque Moore a été confrontée à cette découverte, elle a blâmé tout le monde sauf elle-même. Des trafiquants de drogue, un avocat, même son fils de 14 ans. Elle a ensuite affirmé l'avoir tué pour se défendre. Alors que les autorités enquêtaient plus en profondeur sur le passé de Moore, ils ont découvert qu'elle avait déjà mis en scène une situation pour conserver frauduleusement un véhicule qui allait être saisi.
Elle avait fait cacher la voiture dans un garage, prétendu avoir été kidnappée, victime d'un carjacking et agressée sexuellement, allant jusqu'à subir un examen pour viol. Il a été allégué qu'elle s'était attachée les poignets avec du ruban adhésif et s'était jetée d'un véhicule en marche pour mettre en scène l'incident. Quand la fraude a été révélée, elle a plaidé coupable et a été mise en probation. Moore a été placé en garde à vue le 2 février 2010 en lien avec le meurtre et sa caution a été fixée à $1 million. La police a découvert qu'elle avait tenté de convaincre une personne qu'elle connaissait de déterrer le corps et de le déplacer environ une semaine après le meurtre. Elle a été inculpée de meurtre au premier degré le 19 février 2010. Le 10 décembre 2012, Moore a été reconnu coupable de cette accusation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a également reçu une peine minimale de 25 ans pour possession d'une arme à feu lors d'un crime violent. En 2023, Moore a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'elle a commencé à demander un nouveau procès, affirmant que son avocate initiale avait commis des erreurs et n'avait présenté aucune défense. Bien qu'elle ait écrit une lettre d'excuse à la famille d'Abraham après sa condamnation dans laquelle elle disait « Je regrette mes actes », elle affirme désormais qu'elle est innocente. Elle affirme qu'il existait des preuves acides désoxyribonucléiques qui auraient pu l'innocenter mais qui n'ont jamais été présentées lors du procès. Elle a pointé du doigt Greg Smith, un témoin clé qui a témoigné à son procès et a affirmé qu'Abraham avait une liaison avec sa femme et que, par conséquent, il avait un mobile plus fort pour le tuer. Elle a affirmé qu'un témoin pouvait confirmer ses dires. Cependant, elle a ensuite découvert que ce prétendu témoin était décédé. Le juge a finalement rejeté sa demande de nouveau procès. Et voilà, vous avez les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.